Version gratuite. OK. Donc, je vous ai tantôt demandé euh, de commencer à suivre la formation concernant le marketing digital de façon basique pour pouvoir vous habituer en quelque sorte à cet environnement et aux opportunités que ça peut offrir compte tenu des enjeux qui sont en cours au pays, par exemple, et ailleurs de toute façon. Le marketing digital fait partie d'une grande tendance qu'on appelle la transformation digitale de façon globale, qui va permettre de changer ou de réorganiser la façon dont les entreprises fonctionnent, la façon dont les entreprises communiquent et interagissent avec leurs différents consommateurs. Donc, l'objectif de cette petite formation aussi, bon, pas petite en soi, on va la faire en plusieurs phases. Il y aura une phase théorique qui est celle d'aujourd'hui. J'espère qu'on pourra la terminer. Et il y aura une petite phase pratique où je vais vous montrer les outils que moi-même j'utilise déjà et qu'on utilise normalement pour concevoir une bonne stratégie de marketing digital. Après ça, je vais vous donner quelques exercices que vous allez faire en votre temps là-bas et on va refaire une session pour pouvoir voir comment ça évolue. L'objectif étant que d'ici 2, 3 mois, vous soyez vous-même capable de parler de ce sujet avec confort, quoi, en toute confortabilité, en toute aisance, sachant que vous aurez compris de quoi il s'agit. Ok. Si pendant que je parle, vous avez des questions, vous notez, à la fin, on va en discuter. Donc, objectif de la formation, comprendre les enjeux actuels de l'économie numérique. Ok. Comprendre les enjeux actuels de l'économie numérique dans notre pays et comment le marketing digital est un atout stratégique pour bien se positionner, ce que je disais tantôt. Savoir utiliser les outils digitaux pour aider les PME à trouver de nouveaux clients, à générer du trafic sur leur site et à améliorer leur image de marque. C'est une opportunité aussi pour améliorer leur chiffre d'affaires et de créer une communauté active. Une communauté active, c'est une communauté de consommateurs qui permettent, qui, par leur comportement, essaient d'améliorer, de forcer la marque à s'améliorer. Quand on dit la marque, comprenez ça comme une entreprise à la base. Donc, cette formation aussi, normalement, devrait vous permettre d'élaborer un plan stratégique de marketing digital et de le mettre en action. Donc, on verra au cours de la formation comment est-ce qu'on peut le faire et puis d'obtenir la certification dont je parlais tantôt. Voilà l'exemple, voilà à quoi ça ressemble quand vous aurez terminé. C'est ça la certification Google Active. C'est pas grand-chose, mais c'est un bon début pour pouvoir commencer à se positionner. Il y a bien d'autres formations, mais celle-ci me semble d'abord gratuite, mais avec un contenu intéressant. Je vous encourage à faire ça. Donc, je l'ai dit tantôt, on aura une partie théorique où on va faire une présentation générale, une partie un peu plus pratique et quelques exercices. Bon, les exercices seront à voir plus tard. Pourquoi le marketing digital le marketing doit-il devenir digital? Bon, je ne sais pas si vous avez, en commençant à lire ou bien à écouter les vidéos que vous écoutez, déjà compris quels sont les enjeux en cours. On est arrivé à une étape où la plupart, sinon presque toutes les entreprises sont en train de se digitaliser dans le monde. En fait, c'est pas qu'une histoire, c'est pas qu'une question d'entreprise, c'est une question de comportement, d'état d'esprit et de mentalité. Donc, on est arrivé dans une étape où la digitalisation prend le pas sur la plupart des autres transformations qui ont cours. Ce qui fait que la façon dont l'économie s'est toujours comportée en termes d'économie traditionnelle est en train d'être révolutionnée par les technologies de l'information et de la communication. Dans les années précédentes, on était à des phases, on peut dire à des phases initiales, des phases de préparation, où on construisait les infrastructures. C'est-à-dire que à cette époque-là, l'informatique ou bien les technologies de l'information et de la communication étaient beaucoup plus focalisées sur la construction des infrastructures. Data center, installation des antennes, passage des fibres optiques et machin. Mais dans des pays où ils ont commencé tôt et que le développement est avancé, aujourd'hui, on est à la phase des plateformes et des services. C'est-à-dire que
l'infrastructure existe déjà, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc, c'est l'utilisation de cette infrastructure par des plateformes et des services qui fait que de maintenant jusqu'à dans les 10-20 années à venir, tout sera digital. Il n'y a pas une autre façon d'expliquer ça. Aujourd'hui, à peu près 10% des sessions de navigation se font sur des petits écrans, sur des téléphones, sur des smartphones, sur des tablettes et autres. En 2020, on sera déjà à 30% en quelque sorte. Et on constate que le comportement des gens en fonction de la digitalisation change. C'est-à-dire que si avant, pour faire de la publicité et du marketing de façon traditionnelle, on faisait des publicités télévisuelles, radio, on faisait des pancartes qu'on affichait dans les grands carrefours et autres. Aujourd'hui, la technique a changé. On peut toucher les utilisateurs ou les consommateurs directement où ils se trouvent. Et on sait où ils se trouvent. Ils passent leur journée sur Internet, sur leur téléphone, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et autres. Donc, le marketing change de nature parce que les consommateurs ont changé de façon de consommer. Parce que de façon globale, l'économie a changé la façon dont elle se structure. Donc, c'est ça qui oblige le passage vers une économie, vers un marketing digital. Parce que de toute façon, pour toucher les utilisateurs au plus près, il faut passer par ces outils-là. En plus, les outils du digital permettent de cibler le maximum possible des utilisateurs pour éviter de disperser ses efforts. C'est-à-dire quoi? Si tu mets une pancarte dans un carrefour, tu n'es pas très sûr de qui va s'arrêter pour lire ou ne pas lire. Parce que ce que tu proposes n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc, ceux qui seraient intéressés vont lire, ceux qui ne sont pas vont passer à côté. C'est pareil pour les tracts, c'est pareil pour des bandeaux publicitaires et autres. Alors qu'avec le marketing digital, on a la capacité, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le big data, on en parlera plus tard, de cibler des utilisateurs qui ont besoin du produit ou du service qu'on propose parce qu'ils ont déjà manifesté cet intérêt en ligne. Donc, voilà aussi une des raisons pour lesquelles on doit passer au marketing digital. Plus d'efficacité, plus de rentabilité parce que ça coûte moins cher, parce qu'on cible directement les utilisateurs qui en ont le plus besoin, et plus de proximité parce qu'on met la publicité au plus proche de l'utilisateur, si bien qu'il n'y a pas moyen qu'il ne voit pas. Donc, le marketing digital s'inscrit, je l'ai tantôt dit, dans une grande tendance qui est la transformation digitale elle-même. Donc, on va voir une petite introduction à la transformation digitale pour ce qu'on appelle disruption. Disruption, c'est-à-dire que c'est une forme de rupture par rapport à la façon dont ça se faisait avant. C'est à peu près ça qu'on appelle la disruption. On va parler de la transformation de l'économie elle-même et on va revenir sur le marketing. Dans la disruption. Aujourd'hui, on constate que avec l'avènement du numérique, c'est-à-dire que le passage à l'utilisation des plateformes, du rapport de force au rapport de flux, donc à l'échange de données, on constate que ceux qui créent et gèrent la donnée sont désormais bien plus riches que ceux qui créent et gèrent d'autres formes de ressources. Autrement dit, la donnée numérique est devenue la première matière première du monde, plus chère que le pétrole. Donc, Facebook, Google, Amazon et autres, Apple, sont chacune plus riches que toutes les compagnies pétrolières que vous connaissez, les Total, les machins, les Shell. Quelle que soit, de toute façon, ils sont les entreprises les plus riches du monde désormais. Et ils sont en train de devenir de plus en plus riches. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent les données qu'ils récupèrent des utilisateurs en ligne pour, comment dirais-je, en quelque sorte, commercialiser, c'est-à-dire que les données numériques, les traces numériques laissées par les utilisateurs en ligne leur permettent de capitaliser sur ces données à des fins commerciales. Et la capitalisation là devient de plus en plus importante parce que ça rend efficace tous les autres domaines de l'économie. C'est-à-dire que en maîtrisant les habitudes des consommateurs, l'économie devient de plus en plus efficace parce qu'elle est de plus en plus ciblée. Et ces grandes entreprises-là utilisent les données qu'ils récupèrent sur les utilisateurs donc pour commercialiser aux autres qui en ont besoin pour faire leur propre activité. Bon, l'évolution montre que on est parti effectivement des infrastructures, comme je disais tantôt,
pour les plateformes. À partir de 2006, on passe à Facebook, on passe à Apple, on évolue vers Google et tout le reste. Donc, voilà la grande tendance d'évolution, la mutation digitale et les utilisations. Donc, plus on développe les plateformes, plus la mutation des utilisateurs s'effectue, plus on arrive à des niveaux de complexité d'utilisation des données. C'est là où on parle d'intelligence artificielle, on parle d'automatisation, on parle des nouveaux concepts comme cela. Donc, c'est une évolution qui est toujours en cours et qui, je l'ai tantôt dit, ne va pas s'arrêter de si bon chemin parce que dans beaucoup de pays, les infrastructures sont abouties et dans d'autres pays, les infrastructures sont en cours. On va parler du cas du Cameroun tantôt. Ceci devient de plus en plus intéressant ou bien important parce que les consommateurs ont pris l'habitude de traîner en ligne. C'est-à-dire que l'endroit où les gens traînent le plus n'est plus par leur lieu de travail, les bars, les marchés et autres, mais c'est Internet parce que même s'ils sont dans tous ces endroits-là, ils sont aussi sur Internet en même temps. Donc le monde virtuel est devenu un monde de plus en plus réel en soi parce que on peut matérialiser l'activité qui s'y passe. Et on constate que la majorité des gens sont toujours en ligne à un certain moment de la journée. Toujours en ligne. Donc en 60 secondes, par exemple, ça c'est la statistique de 2016. En 60 secondes, 20 millions de messages échangés sur WhatsApp. 700 000 messages, enfin, connexions sur Facebook. Netflix, 69 000. 150 millions de mails échangés. C'est-à-dire que, quelles que soient les plateformes, parce que tout ce que je vous montre, ce sont des plateformes. WhatsApp, Facebook, Netflix, Mail, Uber, machin, c'est des plateformes qui permettent aux gens d'effectuer une activité en ligne, un service ou quoi que ce soit. Donc, en une minute, vous voyez le nombre de connexions sur toutes ces plateformes-là à la fois. Donc, ça prouve bien qu'à ce niveau que désormais, les consommateurs se situent et c'est là-bas qu'il faut aller les chercher. D'où l'intérêt du marketing numérique et d'où l'explication d'une transformation digitale en cours. Par exemple, que Facebook, pas Facebook, YouTube, dans le même temps, 8 milliards de vidéos regardées jusqu'à aujourd'hui. 8 milliards. 8,8 milliards d'ailleurs. Je ne sais pas si vous imaginez un peu l'ordre de grandeur. La population mondiale peut s'estimer à combien? Je dis que c'est terrible, quoi. Google, 4 milliards de recherches. Donc, ça prouve à suffisance de toute façon que désormais, c'est en ligne que ça se passe. C'est-à-dire que même quand quelqu'un est à côté de vous, il est toujours connecté et il est en train de faire autre chose en ligne. Même si vous êtes là ensemble physiquement, donc c'est l'endroit où les gens traînent le plus. Et à chaque fois qu'on traîne en ligne, on laisse des traces. Quand tu as un nouveau service, tu crées un compte par-ci, tu surfes par-là. C'est ça, c'est les traces que tu laisses là sont récupérables. C'est toujours des traces que sur chacune de ces plateformes, on peut récupérer et stocker. C'est ça qu'on appelle le big data. Le big data, donc, c'est la possibilité de récupérer toutes ces données-là, de les questionner et de faire des analyses de ces données pour à peu près prédire ou bien prévoir ton comportement. C'est-à-dire que si tu vas sur Facebook, tu te connectes, on sait que tu t'es connecté. Tu acceptes un ami, on sait que tu acceptes un ami qui, en fonction de ton GPS, habite dans la même zone que toi. Donc, on sait à peu près où tu habites. Tu dis où tu avais fréquenté. On sait à peu près quel est ton parcours. Tu cliques sur j'aime telle vidéo, on voit quel est le contenu de la vidéo, on sait à peu près ce que tu aimes. Tu cliques sur telle photo que j'aime, on voit à peu près les tendances de la photo, on sait ce que tu aimes. Donc, c'est en fonction de ces données, de ces traces que tu laisses passer par là, qu'on te profile. Et qu'on sait donc que Jessica ou Herman aime boire la Guinness, parce qu'on l'a vu sur la photo avec son ami qui est en train de boire la Guinness dans un bar quelque part. Habite la ville de Douala, prend la moto ou bien prend la voiture. On sait tout ça, hein, on sait. Donc, quand on a un service lié à ce genre d'activité, tu fais partie des cibles. Si on ne te voit jamais sur un truc de cinéma, on sait que tu n'aimes pas le cinéma. Donc, si quelqu'un propose le film et qu'on cherche les cibles potentielles dans Douala, on ne te met pas dedans parce que ça te conseille.
Ce qui fait que ça rend la publicité plus efficace. C'est ça l'intérêt des big data. Alors, c'est pour ça que souvent, quand tu es sur Facebook, sur d'autres réseaux, on fait les recommandations. Effectivement, Tu parce ouvres que ta page, on fait tu as on te peut-être recommande en fait une fonction recherche. des traces que tu as eu à laisser, quoi. Effectivement, tu as fait une recherche sur Google, tu cherchais, je sais pas moi, comment devenir un entrepreneur numérique, à supposer. Tu as fait la recherche, tu as regardé certains liens, tu es passé à autre chose. Maintenant, tu passes sur Facebook ou bien on te propose une publicité. Voici comment devenir un entrepreneur numérique. Tu as fait Voilà. des recherches sur autre chose. Comment acheter, comment acheter les chaussures, un sac, n'importe quoi. Dès que tu changes même de plateforme, comme le Big Data permet l'intégration et l'interopérabilité, l'interconnexion entre les différentes plateformes, ces données-là peuvent, enfin, ton profil numérique, ton profil en ligne ne change pas, quelles que soient les plateformes. Donc, quel que soit l'endroit où tu te connectes, on connaît tes habitudes en fonction des traces que tu as laissées sur toutes les plateformes en ligne, en quelque sorte. Donc, quotidiennement, plus de 2 milliards de personnes se connectent sur le web et à tout moment, partout, via les différents terminaux. Ça peut être le téléphone, les smartphones, ça peut être les tablettes, ça peut être les ordinateurs de bureau, ça peut être les ordinateurs portables, ça peut être n'importe quoi qui peut se connecter. Ça laisse toujours des traces. Donc, ces masses d'informations qu'on laisse là est récupérée par des robots. Les robots ici, c'est des algorithmes qui les analysent et qui profilent, qui permettent de créer le profil des utilisateurs. Donc, on passe donc vers le tout intelligent. C'est-à-dire que c'est l'analyse des données, c'est l'intelligence. L'intelligence artificielle, c'est l'analyse de ces données-là pour prédire les grandes tendances. Donc, c'est l'analyse globale de ces données qui permettent de créer des schémas et de créer des modèles. Donc, qu'est-ce qu'on appelle schéma et modèle? Si ce n'est pas pour un individu, ça peut être pour un groupe d'individus. Par exemple, l'analyse des données venant d'une même zone peut indiquer que c'est une zone qui n'a pas de route, qui n'a pas de point d'eau, c'est des tendances qui peuvent ressortir par l'intelligence artificielle pour pouvoir résoudre les problèmes concrets de la société. Donc, voilà comment la transformation, voilà ce qu'on appelle globalement, enfin, voilà les différents aspects d'une transformation numérique en cours. C'est-à-dire que c'est l'utilisation de l'outil numérique pour l'appliquer soit à l'économie réelle, soit aux conditions réelles des gens, par des processus qu'on va continuer à expliquer au cours de la formation. Donc, j'ai expliqué le big data en fonction, il y a le volume, la vélocité. Bon, ça, c'est des caractéristiques plus ou moins précis du big data en soi, qui pour l'instant n'est pas très intéressant pour le cadre de notre formation. Il est question ici de comprendre la grande tendance du big data, pas d'aller dans les détails. Mais je l'ai tantôt dit, ça permet de dégager des modèles et des schémas. Ça permet, puisqu'il y a beaucoup de données, on a un volume important, on a une variété de données très importante aussi, les données brutes, les données non structurées, les données de différentes natures. On a la fréquence à laquelle les données sont traitées. Tout ça est traité par des robots ou bien par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle de façon générale. Et donc, ça, c'est la conséquence des consommateurs toujours connectés. Parce que les gens sont toujours avec leur téléphone, leur machine, ils regardent leur écran au moins 150 fois par jour, comme on peut le constater. Donc, on est dans ce qu'on appelle la génération Z. Bon, on a connu la génération X et la génération Y. La génération Z, c'est à peu près les gens qui sont nés après les années 2000, c'est-à-dire que les gens qui n'ont connu que le numérique. Tu vois, une différence simple. Arnaud a eu son premier téléphone quand il était à l'université. Dylan est encore, je sais pas moi, en quelle classe il a le téléphone. Même Trésor utilisait il y a le téléphone. Parce qu'il est né dans cette époque. Donc lui, il est de la génération Z parce qu'il n'a connu que ça. Vous ne pouvez pas lui expliquer comment, à votre temps, il n'y avait pas d'ordinateur. C'est pas possible. Ouais, justement. C'est ça la différence entre les générations. Ce qui fait que lui, il va s'adapter à son utilisation plus rapidement. Et il va faire des usages que les générations précédentes n'avaient pas nécessairement pensé. Mais chaque génération a préparé pour la suivante. Parce que la construction des infrastructures s'est faite par la génération X. La génération Y est venue commencer la création des plateformes. La génération Z utilise les services, en quelque sorte.
Et on va passer à une autre génération qu'on appelle génération Millennium, quoi, un truc comme ça. Homos numericus. Les hommes numériques en quelque sorte. Les gens qui n'ont connu que les écrans tactiles et tout ça. Homos Donc, numericus. oui, ça c'est les homos numericus. Et avec des plateformes dont on est connecté anytime, anywhere sur any device. C'est ça qu'on appelle ATAWORD là. Anytime, anywhere on any device. Par exemple, moi, si je reçois une photo, quelqu'un parle? Votre Internet est instable. Vous m'écoutez, non? Allô? Ouais, je dis. Vous m'écoutez plus? Ça va? Reviens un peu sur les anytime, là, c'est revenu. Ah, ok. Donc, je disais tantôt que avec le cloud et le mobile, on a le concept anytime, anywhere, any device. C'est-à-dire qu'on peut être connecté partout, à tout moment et avec tous les équipements qu'on a. C'est-à-dire que tu as ton téléphone sur lequel tu as Gmail, Google Drive, Dropbox, tout le reste, qui est aussi sur ta machine. Quand tu viens de travailler sur un fichier sur ta machine, tu le mets sur Google Drive. Dès que tu sors de la maison, tu l'as sur ton téléphone, tu peux continuer à travailler dessus, tu peux le relire, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux regarder une vidéo sur YouTube, tu commences sur ton téléphone, tu viens la terminer sur ton ordinateur, la même vidéo, et ça s'arrête, ça continue exactement où tu avais laissé. Parce que tu as un même compte, un même profil, si tu veux, qui te permet de te connecter partout à tout moment. Donc ça, c'est Le cloud, c'est quoi? le cloud, c'est ce qu'on appelle le nuage informatique. C'est-à-dire que c'est un concept de dématérialisation des environnements pour quitter des environnements physiques dans les entreprises, dans les endroits. Il est déplacé vers un environnement qui serait virtuel, mais qui est en réalité derrière aussi un environnement physique pour permettre que les gens accèdent à leur information partout où ils sont. Ça permet la mobilité. Ça permet que l'infrastructure ne soit pas statique. Tu vois? Ça permet de déplacer, si tu veux, l'infrastructure pour suivre l'utilisateur, en quelque sorte. Parce que les contraintes avant, c'était que l'infrastructure se trouve là où l'utilisateur est. C'est-à-dire que si j'ai stocké une information au bureau, je ne peux avoir accès à l'information là que quand je suis au bureau. Ou alors par un VPN, mais par des configurations compliquées. Alors que si je suis au bureau et que je stocke ça dans le cloud, quel que soit l'endroit où je pars, j'ai toujours accès au cloud, donc j'ai toujours accès à cette information-là. Et le cloud s'utilise automatiquement avec la connexion Internet. Oui, nécessairement, le cloud fonctionne nécessairement avec la connexion Internet. Le cloud permet que, où que tu sois et que tu as Internet, tu as accès à ton information. C'est comme un serveur virtuel. Si tu veux, derrière, il y a une infrastructure, y compris des serveurs virtuels. Mais ça te permet d'avoir accès à ton information où que tu sois, dès que tu es connecté sur Internet. Alors qu'on avait des infrastructures où le stockage se faisait localement. C'est-à-dire que si je suis dans un environnement, mon information est stockée dans cet environnement-là. C'est bien que si je quitte l'environnement, je n'ai plus accès à l'information, même si j'ai la connexion Internet. Justement, je veux un peu prendre un exemple. Quand tu crées peut-être ton compte Google Gmail et que tu connectes à WhatsApp, ça stocke automatiquement tes données. Oui. Si tu pars maintenant peut-être sur ta machine et que tu remets ton WhatsApp, parce que parfois on se connecte aussi sur la machine avec WhatsApp, tu remets ton WhatsApp là-bas et que tes données reviennent là-bas. Donc ça veut dire que dès que tu as créé ton compte peut-être Google Mail, ça enregistre tes informations automatiquement dans le cloud là. Effectivement. Où il faut à tout prix, je sais pas, sélectionner ça. Aujourd'hui c'est automatique. Quand tu vois Google Drive, c'est sur le cloud. Tu vois Dropbox, c'est sur le cloud. Toutes les solutions de stockage qu'on te permet là, qui sont mobiles, c'est des solutions cloud. Ça veut dire que dès que tu as ton profil, il te suit partout. Oui. Tu vois, quand tu crées, effectivement, tu as une conversation WhatsApp connectée à ton compte Google.
Si tu te connectes sur un autre équipement partout ailleurs dans le monde, avec le même profil, avec le même compte, tu as les mêmes informations parce qu'ils sont stockés sur le cloud. Ça permet la mobilité de l'utilisateur. Donc, c'est ça le nuage informatique. C'est pour ça qu'on a pris la notion de nuage, pour que ce soit toujours au-dessus de ta tête, quoi. Ou quel que soit l'endroit où tu parles. D'accord. C'est ça le cloud. Mais derrière, il y a des réalités plus techniques dans lesquelles on ne va pas entrer maintenant, qui permettent de mettre ça en place. Tu vois? Sauf que les services et les plateformes courantes que vous utilisez quotidiennement sont déjà sur le cloud. Donc, l'utilisation est de plus en plus facile. De toute façon, la plupart des gens utilisent le cloud sans savoir même de quoi il s'agit. Donc, comme je disais tantôt, voilà la différence entre les générations. Il y a eu les anciens, avant 1945, les baby boomers, c'est-à-dire les gens qui sont nés entre 45 et 60. Génération X, 61, 80, génération Y, 81, 95, génération Z, 95, jusqu'à les 2000, où il y a les milléniums qui sont venus après. Donc voilà à peu près les grandes tendances des générations et la technologie à laquelle ils avaient accès. Donc, on peut voir qu'on a commencé par, à l'époque, c'était les voitures, après c'était la télévision, qui étaient des révolutions à cette époque. Après c'était l'ordinateur, génération Y par exemple, c'est les téléphones mobiles. Aujourd'hui, on a les imprimantes 3D, on a les nanocomputing, on a des choses qui vont avec notre temps en quelque sorte. Chaque génération a des évolutions. Sauf que la révolution actuelle est plus ou moins la maturité des autres révolutions parce qu'elle va radicalement changer la façon dont la société fonctionne. Les révolutions précédentes n'ont pas radicalement changé ça. C'était des vrais changements, mais on n'a pas créé une rupture. Donc, quand on dit que la révolution actuelle est disruptive, ça veut dire que ça va modifier complètement les comportements, si bien que les entreprises ou bien ceux qui ne s'adaptent pas simplement ne pourront plus exister dans les années qui viennent. Parce que les nouvelles plateformes vont les gommer du marché complètement. On parle par exemple de services comme Airbnb. Je ne sais pas s'il y a ça là-bas, mais c'est-à-dire que c'est des gens... Hein? Des services comme quoi? On peut dire Airbnb ou bien Uber. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Uber. Non, bon, il n'y a pas ça là-bas de toute façon, mais c'est les services. Airbnb, par exemple, c'est quoi? C'est un service, c'est une plateforme de location d'appartements. Ils sont devenus plus riches aujourd'hui que la plupart des hôtels, alors qu'ils n'ont même pas un bâtiment. Bon. Si les hôtels, par exemple, ne s'adaptent pas à la numérisation, à la digitalisation, eux, ils sont morts parce que Airbnb fait quoi? Ils créent une plateforme où ils disent aux gens que, bon, si tu as ton appartement qui sera libre pour le week-end, tu mets à louer. Ils disent aussi à d'autres que si tu cherches un appartement pour le week-end dans tel endroit, voilà les propositions que j'ai. C'est tout. Celui qui cherche, fait des recherches et retrouve ce que les autres ont mis sur la plateforme qui sera libre dans la semaine, là, dans le week-end, là, machin. Il paye directement, la plateforme prend ses commissions. Fin de l'histoire. Personne, ils ne vous connaissent même pas. À la différence des hôtels où si tu voulais aller quelque part, il fallait que tu réserves l'hôtel, que tu payes à l'hôtel qui lui va donc payer le service d'hôtel, payer le réceptionniste, payer tout ça là. Non, Airbnb ne connaît pas ça. Dans la fin, ça te revient moins cher, c'est plus convivial parce que tu peux réserver, tu peux faire tes trucs à tout moment et ça existe partout dans le monde. Bien qu'ils sont des concurrents sérieux pour des hôtels. Pareil pour Uber. Uber, c'est eux qui ont commencé avec les taxis. Quel que soit le pays ou l'endroit où tu te trouves, tu as l'application Uber, tu mets l'adresse où tu es, tu mets même pas l'adresse où tu mets l'adresse où tu veux partir. Le jeu, tu vas détecter l'adresse où tu es. Tu valides, ça te donne le prix à l'avance. Le taxi vient te chercher, il t'amène là où tu pars. Fin de l'histoire. Ça fait que les autres compagnies de taxi qui existaient et qui avaient une autre façon de fonctionner sont complètement déboussolées parce qu'ils devaient payer des licences, payer des chauffeurs. C'est-à-dire créer une infrastructure qui n'existe pas sur Uber. Sur Uber, là, c'est une plateforme, mais c'est chacun qui fait ça avec sa voiture. Le jour où tu as le temps et tu n'as pas autre chose à faire, tu te connectes sur la plateforme, tu mets que tu es disponible. Si quelqu'un est dans la zone et qu'il va aller ailleurs, tu es d'accord. Quand il fait la recherche, on te demande si tu peux faire le trajet. Tu dis oui, ça met le prix. Celui qui veut partir voit le prix. Il sait exactement combien il va payer avant que le taxi n'arrive.
taxi vient le chercher exactement où il est, ça le dépose et où il est parti. Il perd le prix qu'il avait hier vu à l'avance. Quand il est fatigué de travailler, il rentre chez lui. Donc, voilà comment le digital transforme la façon dont les gens consomment désormais. Donc, qui donne du consommateur au consomme-acteur. C'est ça, en fait, la notion de consomme-acteur. C'est que, après, tu peux regarder sur la plateforme, tu regardes, par exemple, les feedbacks des utilisateurs. Quelqu'un peut te dire que quand le taxi dit qu'il va venir dans 2 minutes, après, il vient dans 10 minutes. Donc, il y a un mauvais feedback. Tu vois, en fonction des feedbacks, donc tu peux décider de quelle plateforme tu utilises. Donc, ce n'est plus une question de consommation seulement, c'est une question d'action aussi, parce que tu peux agir sur le comportement de la marque ou bien de l'entreprise. Donc, c'est ça la notion de consomme-acteur, en fait. Tu consultes de plus en plus les forums pour voir comment le service que tu utilises fonctionne. Par exemple, Herman qui utilisait Selam Quick. Quelqu'un, avant de vouloir acheter sur votre plateforme, peut regarder d'abord en ligne les commentaires que les gens ont fait sur Selam Quick. Les produits qu'ils vendent ne sont pas de bonne qualité. J'avais commandé, j'habitais loin, ils n'ont pas pu me livrer jusqu'à on m'a seulement remboursé. On n'a même pas tout remboursé, des choses comme ça. En fonction du feedback dont tu peux décider si tu t'engages ou pas. C'est pour ça que pour les nouvelles plateformes en ligne, le feedback est très important. Les forums sont importants parce que les utilisateurs disent toujours ce qu'ils ont pensé du service. Et ça permet aux marques de s'améliorer. Toutes les marques qui restent traditionnelles sont mortes. Et c'est là où le marketing digital intervient parce que tous les points que je cite là, c'est ça que vous aidez les entreprises à améliorer pour améliorer leur visibilité, pour améliorer le feedback et pour améliorer la façon dont ils vont offrir les services à leur clientèle. Et il faut d'abord comprendre quelle est la rupture, quelle est la disruption dont on parle, pour comprendre quel mécanisme vous pouvez utiliser pour proposer de l'innovation, en quelque sorte. Donc, le digital reste une solution pour créer une expérience contextualisée et individualisée. Individualisée parce que on a parlé du big data et des profils. Ça permet que pour des utilisateurs donnés, vous pouvez individualiser, personnaliser en quelque sorte le service en fonction de leurs intérêts, de leur centre d'intérêt, en fonction de ce qu'ils aiment ou de ce qu'ils n'aiment pas en quelque sorte. Donc, et dans tout ça, donc, la transformation digitale de l'économie. Bon, il y a des rapports dans d'autres pays qui sont déjà plus avancés qui définissent clairement quelle est la part du digital dans les économies qui évoluent et estiment aujourd'hui que, de façon spécifique, le numérique est une véritable révolution industrielle. Toutes les entreprises qui ont commencé leur transformation expliquent clairement quel est le changement et concluent que le numérique a réussi à améliorer leur façon de fonctionner et leur chiffre d'affaires. Tous les grands patrons connaissent et indiquent de toute façon que les entreprises qui ne se transforment pas dans un avenir très proche vont être, comme je l'ai dit tantôt, balayées par les entreprises qui se transforment parce que les notions de cloud, les notions de dématérialisation, d'automatisation sont en train d'être intégrées dans les nouvelles façons de penser l'entreprise et de fonctionner en entreprise. Parce que, par exemple, dans un processus de transformation digitale, l'entreprise doit se concentrer sur son cœur de métier. La partie informatique, quand on faisait les grandes entreprises où il y a toute une direction d'information, de l'informatique, là, ça ne doit plus exister. Parce que les grandes entreprises ne doivent plus avoir des grandes infrastructures en local. Ils doivent tout dématérialiser ça sur le cloud. Garder uniquement ce qui est essentiel d'un point de vue de la sécurité, ce qui ne peut pas être dématérialisé, ce qui ne peut pas être stocké à l'extérieur. Mais le reste doit être stocké où et les employés et les clients peuvent accéder à tout moment. Et sur le cloud, ça fait donc qu'il y a des entreprises spécialisées dans la fourniture des services cloud. C'est pour ça que récemment, Orange a inauguré un grand data center là-bas à Makepe. Le data center là-bas permet de fournir les services cloud, c'est-à-dire que les entreprises vont héberger leurs données chez Orange et seront en capacité d'accéder à ces données partout dans le monde. Il y en a déjà son data center à là où il y a je ne sais plus, qui a commencé à offrir ce genre de services. Donc, ce qu'ils appellent service d'hébergement de façon courante, là, derrière maintenant, il y a des solutions cloud qu'on a agrégées à ça, qui permet que les entreprises ne développent plus beaucoup de systèmes d'information en interne et délèguent ça
à des entreprises spécialisées dont c'est le métier pour pouvoir les accompagner. Ça permet aussi de créer, de développer de nouvelles applications plus facilement parce que pour quelqu'un dont le cœur de métier, c'est, je sais pas moi, c'est l'aviation, c'est pas son travail de développer des nouvelles applications pour proposer à ses utilisateurs, c'est celui dont c'est le métier, avec son accompagnement. C'est ça l'intérêt. C'est comme ça qu'on transforme les mécanismes de transformation en interne des entreprises. Et cette transformation-là permet aux entreprises de gagner en chiffre d'affaires parce qu'ils font des économies d'abord sur le matériel, ils font des économies sur la gestion du personnel parce qu'il y a une nouvelle approche de gestion qui s'intègre, qu'on appelle les méthodes agiles. Avec la méthode agile, le management devient différent. Donc, la transformation n'est pas qu'une transformation des infrastructures, c'est une transformation des processus aussi qui permet à l'entreprise d'être gérée plus efficacement et donc de produire plus de résultats. Et quand c'est bien fait, ça permet aux entreprises de mener des réductions de coûts sur plusieurs aspects de leur poste de dépense. On peut parler des systèmes d'information, pas de l'infrastructure des systèmes d'information. On peut parler d'autres choses qui rendent les employés plus efficaces et donc plus innovateurs. Donc, on passe dans une économie industrielle à une économie de services qui est dématérialisée, qui est mondialisée et qui est ultra connectée. Donc, voilà vers quoi on est en train de tendre et voilà ce qui se passe même déjà dans les économies ici. Voilà ce qui va arriver nécessairement. Je dis nécessairement, c'est inévitable, même chez nous là-bas au Cameroun. Donc, les rois de cette nouvelle économie, on a cité tantôt ce qu'on appelle la GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Ils ont pour l'instant développé un écosystème numérique. Ce qu'on appelle un écosystème numérique, c'est dans une plateforme, bien dans plusieurs plateformes intégrées, fournissant plusieurs types de services. Par exemple, Google seul offre des services comme Google Drive, comme Gmail, comme Smart, comme YouTube. YouTube, c'est un produit Google, comme Google Play, comme Google Wallet, Google Car. Donc, tout ça, c'est l'écosystème numérique de Google qui permet que l'utilisateur, en fonction de plusieurs types de services, reste connecté à Google. L'intérêt ici, c'est de pouvoir capturer vos données et de les utiliser à des fins commerciales. Ça veut dire que même si de prime abord le service semble gratuit, vous donnez quelque chose. Ce que vous laissez, c'est les big data qu'on va utiliser pour vous cibler dans des publicités plus tard. C'est très important. Bon, en réalité, il n'y a pas de gratuité. Il n'y a pas de gratuité. Non, il n'y a qu'une approche de prime abord qui vous fournit un service du donnant-donnant. On vous fournit un service qui vous est utile et vous laissez quelque chose en retour. Donc, il y a aussi les géants chinois comme Baidu, qui est un moteur de recherche, Alibaba, qui est un très grand site de commerce électronique. Ah, Alibaba, c'est un truc des Chinois. Hein. Oui, c'est les Chinois qui ont créé Alibaba. Mais eux-mêmes, c'est des écosystèmes. À côté de Alibaba, il y a Alipay, il y a Yahoo chinois, il y a plein d'autres choses, quoi. Il y a des services agrégés qui fait que ce sont des écosystèmes, en fait, qui sont créés. Ce n'est pas qu'un seul service, une seule plateforme. Parce qu'il faut capturer l'utilisateur à plusieurs niveaux, en quelque sorte. Oui. Donc, je vous ai parlé de Airbnb, c'est ça ici. Je vous ai parlé qui est dans l'hébergement. Je vous ai parlé de Uber qui est dans le transport. Il y a Tesla qui est dans l'automobile. Il y a Netflix qui est dans le streaming. Quand moi, je regarde mon film, depuis que je suis en Europe, je n'ai plus téléchargé un seul film. Parce que je regarde en streaming. Au Cameroun, j'étais obligé de télécharger, je rentre à la maison regarder. Maintenant, on est sur le cloud. Le cloud fait que je peux commencer un film au bureau, si j'ai le temps, je finis à la maison, je regarde dans la voiture. C'est-à-dire que et le streaming, la qualité de la connexion, puisqu'on est sur une infrastructure qui a été bien construite à la base, fait que la qualité de la vidéo aussi est bonne. Donc, il n'y a pas de différence avec un film que tu as téléchargé. Ça ne sert à rien de télécharger et de stocker. Rien du tout. On stocke grand-chose en local. De toute façon, les nouvelles machines, c'est plus comme à l'époque où tu achetais une machine avec un disque dur de 500 gigas. Ça ne sert à rien. Comme ça? Non, la machine aujourd'hui, ma machine a... Quoi, mon disque dur, c'est combien? Ça n'atteint même pas 100 gigas. Hein? Ah,
Oui, les nouveaux disques durs sont plus rapides, mais de très faible capacité. C'est les SSD, non. Parce Oui. que ce que tu stockes, en réalité, c'est que des fichiers, tests et autres qui sont rien que le plus important même. Parce que le reste va sur le cloud. Le reste, c'est en ligne, non. Tu as Oui. accès à ça partout. Et les data centers, là, c'est eux qui se chargent d'avoir les Voilà, c'est serveurs. eux qui stockent ces informations. C'est eux qui font office de l'infrastructure cloud. En réalité, le cloud, c'est du point de vue de l'utilisateur. Mhm. Mais en réalité, c'est bien stocké quelque part. Mais c'est stocké dans les grands data centers qui sont construits dédiés pour ça maintenant. Avant, chacun construisait son petit data center pour stocker ses informations. Maintenant, les grands data centers sont construits pour permettre aux entreprises et aux particuliers de stocker leurs données là-bas et d'accéder quand ils veulent. Voilà. Et ce service-là, donc, ils payent. On peut même dire que c'est le stockage de les données là qui, 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 qui paye. Non. Ce qui donne le plus d'argent, ce n'est pas le stockage de données, c'est l'utilisation de ces données. Ce n'est pas la même chose. Quand tu stockes la donnée, le fait d'avoir l'accès à l'infrastructure qui stocke, c'est une chose. Mais si c'est seulement stocké là-bas, ça ne sert à rien. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données, qu'est-ce qu'on fait de l'utilisation de ces données qui est important. C'est donc les algorithmes qu'on développe au-dessus qui analysent les données et produisent des schémas qu'on peut réutiliser à d'autres fins qui permettent de capitaliser sur les données et de les rendre rentables. Donc, ce n'est pas le fait de les avoir stockées, c'est le fait de les utiliser différemment après. C'est de ça qu'il est en réalité. Ok. Mais si maintenant, peut-être, tu as tes musiques ou tes films là, que tu as déjà stockés dans ta machine et que tu ne veux pas effacer, il y a moyen de mettre ça, il y a toujours moyen de mettre ça sur le cloud. Et est-ce que si c'est sur le cloud, ceux-là vont exploiter ça comme tu es en train d'expliquer là? Mais c'est déjà sur le cloud, mais est-ce que c'est une donnée pertinente? Parce que quand on fait de l'analyse, on fait du tri. Si je stocke un film sur le cloud, en quoi est-ce que c'est intéressant d'un point de vue commercial? Ça peut être intéressant que c'est moi qui ai stocké, ça veut dire que c'est un genre de film que j'aime. Donc, autrement dit, si quelqu'un a un film du même genre, on peut me le proposer d'acheter. Voilà ce que ça veut dire en termes d'analyse et en termes de commercialisation. Je ne sais pas si tu vois la différence. Je vois, je vois. De toute façon, si tu mets ça sur Internet, tu vas donner ça gratuitement. Tu ne vas pas vendre le film là à quelqu'un parce que tu vas la télécharger sur des sites où on offre gratuitement. Mais ça donne l'information au moteur d'analyse que voilà le genre de film que tu aimes. Ça donne même plus d'informations. D'abord que tu aimes les films, mais que voilà le genre de film que tu aimes. Ce qui fait que si quelqu'un veut promouvoir un film qui n'est pas encore sorti, qui est nouveau et dont il veut se faire de l'argent, et qui veut cibler les gens à qui on doit proposer ça, on peut te cibler parce que d'une façon ou d'une autre, tu as manifesté ton intérêt pour les films. Justement. Donc, c'est ça l'utilisation qu'on fait. Ce n'est pas le fait que tu stockes sur le cloud qui est intéressant, c'est l'information que ça donne en stockant cette information sur le cloud. Et c'est que ça révèle de toi. Parce que le big data, c'est l'analyse des données et des comportements. Quand on fait du profilage, ça intègre le comportement de l'utilisateur, n'oubliez pas. Donc ici, on peut voir quelques grands succès africains en matière de numérique. On voit qu'il y a des choses qui se font dans à peu près partout en Afrique en termes de monnaie digitale, ce qu'on appelle cryptocurrency, Bitcoin et autres choses. En termes de mobile money, qui s'est beaucoup développé dans des pays comme la Tanzanie, le Kenya et autres. Il y a beaucoup de startups qui offrent de nouveaux types de services, au Cameroun y compris, qui vont dans la droite ligne digitale, c'est-à-dire utiliser le numérique pour résoudre des problèmes concrets de la société et qui ont besoin d'un accompagnement de l'environnement global parce qu'il faut que l'environnement, en gros, se transforme. Ça passe par des petits blocs qui se transforment progressivement, mais c'est une question d'écosystème. Pour que ça devienne efficace, il faut que l'évolution se fasse de façon globale. Il y a des avancées dont on va parler en termes d'infrastructure, par exemple, qui permettent d'aller vers ce sens-là. Et plus on migre vers ce type d'économie, plus on passe à ce qu'on appelle l'économie collaborative. Parce que comme beaucoup de gens sont très connectés, il y a une fluidité, un partage d'informations plus rapide. Ce qui fait que, en réalité, le numérique, via Internet et autres plateformes, deviennent, comment on dit, permettent de créer ce qu'on appelle aujourd'hui les hommes augmentés, c'est-à-dire que de l'intelligence augmentée. Autrement dit, c'est quoi? C'est que, comme beaucoup d'informations sont accessibles et disponibles par le numérique,
on ne se sent plus diminué quand on ne connaît pas quelque chose parce qu'on sait où on peut aller trouver l'information. C'est-à-dire que face à une inconnue, on sait qui ou quoi interroger pour recevoir une réponse plus ou moins satisfaisante. C'est ça qu'on appelle de l'intelligence augmentée. Autrement dit, si je tombe face à une situation où je n'ai aucune information, on me demande telle notion, c'est quoi? Est-ce que tu es au courant de ça? Je ne sais pas, je tape sur Google. Aussi simple que ça. Google va m'envoyer vers quelqu'un qui a déjà parlé de ça, en détail ou pas, mais qui explique. Donc, on passe donc dans une économie, dans une façon de collaborer, dans un partage qui transforme aussi les usages. Et ça fait que les organisations aujourd'hui ne peuvent plus être complètement hiérarchiques. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un système vertical où on a un chef qui donne l'information à un subalterne qui donne à un autre. On est des organisations horizontales où l'information est transversale. Ça part d'un côté à l'autre sans différence, quoi. Donc, c'est très important dans les façons de collaborer. Ça crée donc les notions de projet en commun, de réseautage. C'est-à-dire que ça fait que des gens se retrouvent sur des plateformes pour résoudre des problèmes ensemble et de partager l'intelligence, de partager les connaissances pour résoudre les problèmes concrets. Ça naît beaucoup de notions ou bien utilisations comme Couchsurfing. Couchsurfing, c'est quoi? C'est des plateformes où quelqu'un veut aller au-delà de Airbnb que j'ai dit tout à l'heure. Les gens sont simplement sur des plateformes maintenant où ils offrent gratuitement. Je suis ici, je veux aller à Berlin. Je me connecte sur Couchsurfing. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un à Berlin qui aura une chambre pour le week-end prochain? C'est tout. Quelqu'un va te dire, oui, j'ai une chambre libre, je peux te recevoir pour le week-end 1 ou 2 jours. Tu mets le nombre de temps gratuitement. Tu arrives, il te reçoit, tu dors, après tu pars. C'est bon. Tu veux voyager, tu vas aller à Amsterdam. Il y a des plateformes de covoiturage. Quelqu'un veut aussi aller à Amsterdam le même jour pour atténuer son essence. Il met ça en ligne. Il dit que bon, je pars à Amsterdam tel jour à telle heure. Si quelqu'un veut partir aussi, voici le montant pour partir à l'essence. Toi, tu veux partir, tu regardes. C'est moins cher que le bus, c'est plus convivial parce que vous n'êtes pas nombreux dans la voiture, vous discutez. Tu écris, j'ai un sac, j'ai 2 sacs, je veux que tu me déposes à tel endroit, ça le convient, il te donne son numéro, il te l'appelle, pas fin de l'histoire. Donc voilà comment ça change la façon de consommer, la consommation collaborative. Les modes de vie collaboratifs. On crée des environnements où ce n'est le bureau de personne. Tout le monde peut venir s'asseoir et travailler à la fin de la journée, chacun travaille dans l'environnement, dans les entreprises différentes. Donc, les finances collaboratives, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding. C'est-à-dire que tu as un projet, tu le proposes en ligne, les gens qui sont intéressés participent à son financement. Quand ça produit, tu partages les bénéfices. Voilà comment le numérique transforme la façon dont les gens abordent leurs activités. Quand on parle de transformation numérique, c'est un terme qui est, à mon sens, effectivement adapté parce que ça transforme beaucoup d'aspects de notre vie. Ça transforme l'économie de façon globale de toute façon. C'est ça, la montée en puissance de l'économie collaborative parce que ça permet d'échanger. En Europe, ici, on a appelé ça l'ubérisation de l'économie. Ubérisation faisant référence à la plateforme Uber dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était l'une des premières plateformes à se distinguer dans le numérique et a fait beaucoup de profits avec le transport. Donc, beaucoup d'autres secteurs d'activité trichent le modèle que Uber a mis en place pour se développer aussi vite. C'est-à-dire qu'on quitte de la possession des infrastructures et du matériel pour offrir des services sur des plateformes uniquement. C'est un peu ça. Donc, intermédiation de services, application mobile. Tout le monde maintenant crée l'application mobile. Pourquoi que ce soit? L'utilisateur doit avoir accès à ton service partout. Donc, c'est ça qu'on appelle de façon globale l'ubérisation de l'économie. Ça entre dans l'immobilier, ça entre dans les services juridiques, ça entre dans le marketing, la santé, dans tout quoi. Tous les aspects quotidiens de la vie sont en train d'être transformés d'une façon ou d'une autre. Quand je parle de Uber, ça veut dire que, si je comprends bien, ça veut dire que c'est l'une des premières personnes à avoir créé une application pour commercialiser un service. Et plusieurs personnes maintenant prennent ça comme modèle et essaient de s'adapter. Uber, c'était la première application utilisée, enfin qui s'est positionnée en utilisant les outils du numérique pour changer un secteur d'activité qui était le secteur du transport urbain, dans le secteur des taxis en particulier.
circuler. Donc aujourd'hui, il y a une application qui s'appelle Uber. Si tu installes dans ton téléphone, il se connecte à ton GPS, à un ensemble de choses dans ton téléphone pour te permettre d'accéder en fonction de la zone où tu te trouves, à des taxis disponibles. Les taxis là, ce n'est pas Uber qui les possède. C'est des utilisateurs comme toi et moi qui s'enregistrent sur cette plateforme-là et qui disent que bon, à telle heure, je suis disponible pour conduire avec sa propre voiture. Donc, en fonction de ta destination, il t'affiche un montant dans lequel Uber a sa commission, le taximan a sa commission. Et c'est tout. Donc voilà, maintenant les gens veulent modéliser ça, veulent utiliser ce modèle pour l'adapter à leur secteur d'activité et trouver les moyens de fournir des services à travers des plateformes sans forcément ou bien sans nécessairement utiliser les infrastructures de base comme ça se faisait à l'époque. Avant, pour faire du taxi, il fallait que quelqu'un achète le taxi. Bien, ici, en général, il y a des compagnies de taxi. On achète des taxis, trouver des chauffeurs qui vont donner des salaires. Il y a des réceptionnistes qu'on appelle pour recevoir les appels et tout ça. Là. Donc, ça transforme complètement. Par exemple, si moi j'arrive en Allemagne, je ne parle pas un mot d'allemand, mais je peux appeler un taxi qui m'amène là où je passe sans lui dire un mot. Tout simplement, j'ai l'adresse de là où je veux partir, le GPS lui dit là où je suis. Il arrive, il me prend, c'est bon. Fin de l'histoire. Donc, voilà comment ça fonctionne. Au Cameroun. Donc, et pendant ce temps, donc, que fait le Cameroun en matière de numérique? Donc, au-delà des différents forums qu'il y a eu l'année passée, cette année, je crois, concernant le numérique, il y a eu des rapports. Donc, par exemple, on a fait un état des lieux qui indique à peu près quel est l'état du numérique au Cameroun aujourd'hui. Bon, on sait que du côté de l'offre, il y a l'absence d'un plan directeur de l'infrastructure à large bande. Je crois que ça s'est corrigé parce que ce document doit dater de 2015 ou fin 2015, début 2016, mais qui donne le cap du numérique au Cameroun pour 2020. Ça s'appelle Plan stratégique Cameroun numérique. Donc, en fait, les manquements dont on parle ici sont déjà en train d'être corrigés progressivement parce qu'il y a des aspects sur lesquels on travaille déjà. Par exemple, manque d'un plan directeur de développement de l'infrastructure à l'âge bas. Je crois que ça, le ministère des Postes et Télécoms l'a déjà fait. Faible développement des infrastructures, ça reste encore vrai. Il y a des installations en cours. Insuffisance quantitative et qualitative des infrastructures, ça reste très vrai. Faible couverture des réseaux mobiles 3G, 4G. Bon, c'est à vous de me dire si à Fodjiman, il y a déjà le réseau partout. Jamais. Dès que tu quittes à droite, tu arrives en Congo, le réseau ne passe plus. Voilà, par exemple, la couverture n'est toujours pas bonne pour l'instant. Les infrastructures ne sont pas Faible adaptées transformation des secteurs d'activité. Ce qui m'intéresse, par exemple, de la faible transformation des secteurs d'activité dû à une faible disponibilité des solutions de TIC. Donc, moi, je me focalise essentiellement sur les aspects de transformation parce que malgré l'insuffisance des infrastructures, il y a des possibilités, il y a des solutions possibles actuellement pour aider les entreprises à embrasser le numérique et à aborder différemment leurs activités, en quelque sorte. Le marketing digital n'en est qu'une étape et à mon sens, c'est la plus facile qu'on peut utiliser pour générer du revenu. Mais si tu veux, mon approche globale, c'est dans la transformation réelle de différents processus, y compris dans la digitalisation du marketing aussi. Donc, recherche et innovation non suffisamment encadrées au Cameroun pour l'instant. Donc, côté de la demande, faible transformation numérique de la société. Bon, ça évolue dans les mentalités, mais c'est pas encore ça. Très faible taux d'accès à Internet de haut débit, faible taux d'accès à Internet de très haut débit, faible culture d'usage numérique et autres choses. Tarifs encore élevés, tout ça là. Donc, du côté de la gouvernance et de la formation, on n'a pas grand-chose. Vous pouvez lire ça en détail même. On a un cadre de confiance dans l'économie numérique non suffisamment adapté, non-adaptation des règles de la loi, tout ça qui ne suit pas de façon pointilleuse l'évolution et les grandes tendances du secteur de l'économie numérique. Faiblesse de la régulation, insuffisance des ressources financières, manque de formation adaptée, tout ça là. Donc voilà des vrais manquements qu'on a et qu'il faut corriger. Mais bon, dans le document stratégique qui est la vision du Cameroun à l'horizon 2020 pour le numérique,
il y a des aspects qui sont indiqués et des projets où il y a des financements existants déjà sur lesquels le gouvernement est, je crois, en train de travailler. Après, tout ça reste tout à fait hypothétique, mais au moins le plan est là. Donc, ils ont passé au développement des offres, les aspects relatifs à la gouvernance, à la régulation, enfin, tous les manquements qu'on a cités tout à l'heure. Il y a des projets qui sont prévus pour les corriger. Donc, par exemple, dans les axes stratégiques, il y a 8 axes stratégiques dans le plan stratégique Cameroun numérique. Développer des infrastructures à large bande, accroître la production de l'offre et des contenus numériques, assurer la transformation numérique des administrations et des entreprises, promouvoir la culture du numérique, renforcer la confiance, développer des industries locales, assurer le développement du capital humain, améliorer la gouvernance. Donc, c'est des axes stratégiques sur lesquels un entrepreneur peut s'appuyer pour lui développer sa propre activité. C'est en ça que ça m'intéresse en fait. C'est-à-dire que pendant qu'ils font ça, qu'est-ce que toi tu peux faire à côté pour que ce soit utile pour toi aussi? Pour toi aussi. Oui, donc comme ils sont en train de développer ces éléments-là parallèlement, ça ouvre progressivement le champ à des propositions, à de l'innovation. Parce qu'ils ne vont pas tout faire. Le gouvernement ne va pas créer des services. Le gouvernement va déployer l'infrastructure, ce qui a déjà été fait par exemple dans des pays comme ici. Donc, le rôle du gouvernement, c'est de mettre en place l'infrastructure sur laquelle les entrepreneurs vont développer des plateformes et des services. Donc, c'est à nous autres de se concentrer sur ces plateformes et services-là actuellement pour déjà créer ce qui peut être utilisable avec l'infrastructure actuelle et améliorer au fur et à mesure que l'infrastructure elle-même s'améliore. Ok. Donc, c'est en ça que je vous montre les tendances qui sont au Cameroun parce que il faut profiter des indicateurs vers lesquels tend le gouvernement parce que c'est eux qui ont la réalité de l'environnement en termes de loi, en termes de réglementation, en termes d'infrastructure pour s'adapter et proposer des choses qui vont résoudre des problèmes concrets en termes de services, en termes de plateformes. Donc, en gros, c'est ça. Voilà à peu près les objectifs chiffrés. On veut quitter d'une contribution au PIB de 5% à 10% d'ici 2020, nombre d'emplois directs de 10 000 à 50 000, etc. Donc, ça, vous pouvez voir en détail après. Ok. Pour l'instant, la population, enfin, quelques informations générales sur le Cameroun en termes du numérique. On parle toujours de la population parce que c'est ça qui constitue le potentiel utilisateur. Environ 24 millions. J'ai mis le lien vers la source. Vous pourrez regarder après. Le taux de pénétration d'Internet en 2017, en mars 2017, était d'environ 4 millions sur les 4,9 millions sur les 24 millions. Donc, environ 20% de la population sont connectés. Seulement 20%. Oui, oui, mais bon, ça a évolué. Quand tu dis seulement 20%, il y a 5 ans, je ne sais pas si on était même à 10%. Ça a presque doublé en 5 ans. Environ 2,7 millions d'utilisateurs actifs sur Facebook. Ça, c'était en juin 2017. Ça a probablement un peu évolué aujourd'hui. Un taux de pénétration de téléphonie mobile d'environ 80%. Donc, beaucoup de gens sont plus sur les téléphones mobiles. Et ils vont plus vers les solutions mobiles que vers autre chose. Donc, par exemple, ça donne l'indication que si tu as une plateforme de services à développer, il faut qu'ils soient accessibles sur le mobile. C'est très important. Les gens sont beaucoup plus connectés sur le mobile. En termes des sites les plus consultés au Cameroun, on a google.com, google.cm, Facebook, naturellement, yahoo.com, google.fr, Torrent, Jumia. Ça, c'est intéressant. Jumia, par exemple, est en 6e position et ils offrent une variété de services. Oui, oui. Ils ont une plateforme de e-commerce, ils font les offres d'emploi, ils ont plein de choses, quoi. Vente de voitures, location de maisons, des histoires comme ça, là. Ouais. Donc, ils se sont complètement diversifiés. Ils sont en train de faire la numérisation de tout ce qui va autour d'eux. Ce qui n'est pas bête en soi parce que ça va permettre que de tout ça, ils vont certainement trouver un filon qui marche le plus et se concentrer dessus. Pas bête du tout. Au-delà de ça, on a d'autres entrepreneurs numériques qui font des choses intéressantes, qui sortent du lot. On a Joku, on a Kiro Games, on a AgoHub, on a Ils font quoi? Kiro Games, le machin, tout ça. Tu dis? Kiro Games, c'est un studio de création de jeux vidéo. J'ai même vu qu'il était en partenariat avec le ministère. Effectivement, parce qu'il a développé à côté de ça d'autres services. Par exemple, il accompagne les entrepreneurs pour
trouver les financements à leur propre projet. C'est dans cet aspect-là qu'il est beaucoup plus en partenariat avec le ministère. Parce qu'ils ont trouvé une solution de financement qui a fonctionné pour eux. Ils ont donc labellisé ça pour en faire un service. Voilà comment ça marche dans le numérique. Quand tu réussis dans un domaine précis, tu en fais un service directement pour accompagner les autres à réussir comme toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, de tout ça, donc maintenant vient la transformation du marketing digital. C'est-à-dire que je vous ai brossé là les grandes tendances et la vision globale de transformation numérique. Et maintenant, le principe du marketing digital lui-même, qui a évolué aussi, c'est autre chose. Parce que le marketing digital en détail maintenant a un ensemble de mécanismes, d'outils et de méthodologies qui permettent de le mettre en place. En fait, l'objectif pour moi, c'est que vous connaissiez d'abord ça d'un point de vue technique. C'est pas, quand je dis technique, c'est pas une technique au sens où vous l'entendez de façon traditionnelle, mais d'un point de vue technique au sens du marketing digital lui-même, au sens de la mise en place des solutions de marketing digital. Ça n'a rien à voir avec développer ou bien autre chose. Donc, on est déjà à la version 3.0 du marketing digital. Ça a évolué rapidement. On est quitté des stratégies de e-commerce vers autre chose, vers ce qu'on appelle le multicanal. C'est-à-dire que la conception d'un écosystème marketing aussi qui permet de capturer le consommateur où qu'il se trouve. Quel que soit le canal par lequel il décide de se connecter, on le récupère. Voilà, donc la stratégie du marketing digital aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle omnicanal ou des multicanal. Donc, ça permet de se déployer sur toutes les plateformes pour récupérer le consommateur, quelle que soit la plateforme sur laquelle il se sent confortable pour se connecter. Et qui permet donc d'interagir avec lui. En anglais, on dit engage. Donc, le marketing doit se transformer car désormais, les marchés sont des conversations. Les gens communiquent à tous les niveaux. Le consommateur a repris le pouvoir. Par exemple, en France, 92% des Français affirment se renseigner sur Internet avant d'acheter en magasin. Donc, il se renseigne en ligne et il va acheter en magasin. Avant de partir, il y a toutes les informations de ce qu'il veut. Quand il a dit, c'est pas ça. Il y a des feedbacks parce qu'il y a des informations dessus. Donc, l'entrepreneur doit se débrouiller maintenant, ou bien la PME, pour mettre le maximum d'informations intéressantes sur ses produits, afin que si quelqu'un cherche ça dans son environnement, qu'il puisse trouver les bonnes informations et de venir acheter. Voilà des étapes importantes, par exemple, pour accompagner les entrepreneurs. Ça permet de créer de nouveaux métiers. Parce que le marketing va plus se faire comme avant, mais il faut donc former de nouveaux marketeurs digitaux comme vous pour accompagner les nouveaux entrepreneurs dans leur transformation, au moins du point de vue marketing. Même si, du point de vue infrastructure et process, vous ne le faites pas encore. Alors, avec le web, les fondamentaux du marketing ont changé parce qu'il y a de l'interactivité, il y a de l'individualisation des services et produits. On se débrouille pour qu'en fonction de l'analyse des données qu'on a par rapport aux utilisateurs, on puisse personnaliser les services qu'on offre. Et on a une meilleure connaissance client par l'ensemble des informations qu'il laisse en ligne, par des feedbacks, par de l'interaction avec. On interagit beaucoup avec le client pour comprendre son besoin et personnaliser le service. On interagit via les différentes plateformes. Les entreprises peuvent créer une page Facebook, une page Twitter, des groupes link, où ils discutent avec des clients ou dans des gens spécialisés seulement pour discuter avec les clients en ligne. Donc l'enjeu, c'est d'être visible et d'engager le client. Être visible, c'est-à-dire apparaître sur la plupart des plateformes les plus fréquentées et engager le client, ça passe par plusieurs méthodes. Créer des contenus qui donnent envie aux consommateurs de discuter, d'engager la conversation, de poser des questions. Donc, pour ça, il faut des aspects comme la popularité. Il faut que votre site ou des plateformes en ligne soient populaires. Il faut des leviers de création de trafic. Par exemple, le référencement naturel, le trafic payant ou autre chose. Ça, c'est des techniques qu'on va voir plus tard. Il faut la qualité d'expérience. Par exemple, la durée de navigation, les centres d'intérêt et tout ça. Mais il faut que votre plateforme, votre écosystème numérique à vous, ou bien pour l'entreprise que vous représentez, rassemble un ensemble de caractéristiques qui vont permettre
de respecter cet enjeu, c'est-à-dire d'être visible et d'engager. Derrière, donc, ça crée de l'activité et du chiffre d'affaires parce que au bout du processus, il est bien question que les gens achètent votre service ou votre produit, c'est de ça que c'est question. Alors, le marketing devient de plus en plus mobile aussi. On a parlé de ça, ça converge. La convergence des mobilités physiques et digitales grâce au mobile. Le mobile présente de nombreux avantages dans le marketing, plus puissant, plus pertinent, plus profitable, plus polyvalent, plus personnel, plus proche, que vous voulez. Il y a plusieurs aspects intéressants du mobile qu'il faut prendre en compte. Donc, dans ce nouveau marketing digital, vous allez beaucoup entendre l'expression inbound marketing. C'est-à-dire que les techniques font que on ne soit plus dans le marketing, l'approche classique du marketing qui était très publicitaire. Donc, qui s'avérait de toute façon insuffisante pour générer des contacts intéressants parce qu'il fallait aller chercher les consommateurs, il fallait aller chercher les clients. C'était de l'outbound marketing, si vous voulez. Il fallait se déplacer vers les clients. Il fallait aller les chercher à chaque fois pour discuter, pour engager la conversation. Alors que de l'inbound marketing consiste à créer des mécanismes, à mettre en place un système de marketing numérique qui fait que c'est le consommateur qui vient vers vous et qui vient vers votre marque. Donc, on change complètement la direction du marketing pour permettre de mieux générer les revenus en quelque sorte. C'est la démarche qui permet au consommateur de venir vers soi qui est difficile. C'est pour ça qu'il faut maîtriser les techniques qui permettent d'aboutir à ça. Mais quand c'est réussi, c'est la meilleure technique de marketing qui fonctionne aujourd'hui, l'inbound marketing. Donc, vous devez créer la plateforme telle que l'utilisateur a envie d'acheter votre produit jusqu'à ce que c'est lui qui vient demander, il vous pose les questions. Il veut plus chaque fois. Parce que vous avez la capacité de bien les cibler, de personnaliser les contenus, de créer de l'interaction, de personnaliser les services, et tout ça là. Donc, c'est très important. La notion d'inbound marketing, vous allez voir ça couramment. Donc, en réalité, le processus d'inbound marketing, c'est quoi? C'est qu'à la fin des fins, le consommateur que vous avez récupéré devient un revendeur pour vous, devient un avocat de votre produit, même sans le savoir. Ou en le sachant, ça dépend de la plateforme que vous avez. Donc, à la base, il faut accéder au client, c'est ce qu'on appelle riche. Donc, vous ne connaissez pas le client, vous ne connaissez pas le potentiel client en quelque sorte. Donc, vous développez des techniques pour accéder à ce client-là. Les différentes techniques, par exemple, on a les blogs, où quelqu'un peut tomber sur un blog intéressant et il s'intéresse à votre marque. On a les médias sociaux, on a les moteurs de recherche, on a le marketing offline, donc les discussions que vous avez, les rencontres et autres. Mais le premier point de contact riche. Maintenant, l'étranger se transforme en visiteur une fois que vous l'avez riche par les différents moyens qu'on vient de citer. Quand il se transforme en visiteur, il faut agir. Donc, encourager l'audience à interagir. Encourage audience to interact. On fait ça par des appels à action, call to action. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient sur votre blog, il faut toujours que s'il a trouvé du contenu intéressant, vous l'appelez à prendre une action. Par exemple, si vous partez sur mon site, c'est où ce truc-là? Entrepreneur numérique, il y a le blog. À chaque fois que tu lis un blog, même si tu ne lis rien, ici, il y a toujours des actions à droite. Me suivre, télécharger gratuitement. Il y a toujours quelque chose, article récent, télécharger le livre offert. Même quand tu arrives jusqu'en bas, je propose toujours une action. Abonnez-vous à notre infolettre et recevez gratuitement toutes les infos sur le numérique. Il faut donner la possibilité aux visiteurs de rester engagés, de rester connectés avec vous. C'est très important. C'est là où, c'est en ça que tu permets, que tu gardes le contact avec eux. Quand on dit landing page, ça veut dire quoi, par exemple, pour moi, si tu cliques sur un de mes liens, tu ne vas pas directement sur ce que je propose, tu vas sur un endroit où je demande ton email. Voici une landing page. Tu vois, une opt-in page même. Avant de télécharger gratuitement sur les trucs là, je dis donne ton nom et ton email. C'est quand tu as mis ça que tu télécharges. Maintenant que j'ai ton nom et ton email, je peux te recontacter plus tard pour d'autres activités. Et en te proposant du contenu intéressant, tu restes
engagé avec moi, tu restes intéressé par ce que j'ai à proposer. Dès qu'il a mis son email, tu peux par exemple, si tu as peut-être une nouveauté, tu peux par exemple balancer ça dans son email, les choses Directement. comme ça. C'est comme ça que ça marche. C'est ça qu'on va voir. Il faut rester connecté avec. Dès qu'il ouvre l'email, ok, c'est intéressant. Il devient dans ce qu'on appelle lead. Il n'est plus visiteur. Dès qu'il te donne ton email, son email, il est un lead. Maintenant, quand il est à l'étape de lead, il faut convertir le lead. La conversion, donc, c'est là où il achète quelque chose. C'est quand il est déjà dans ta boîte email et que tu peux communiquer constamment avec lui, que tu lui proposes un produit ou un service. Tu vois? Donc, ça, c'est l'inbound marketing. Donc, tu lui envoies des emails constamment, soit pour des contenus intéressants, soit si tu as une proposition commerciale à lui faire. Il faut toujours il faut toujours qu'il y ait du contenu intéressant. Il n'est pas obligé d'acheter au premier coup. Tu vas créer une séquence d'emails que tu envoies progressivement. Et si tu as du contenu intéressant, il peut rester dans ta base de données même pendant 1-2 ans avant d'acheter quelque chose. Il n'y a pas de problème. À tout moment, il peut toujours acheter quelque chose. C'est ça qui devient ton actif. C'est ça qu'on appelle asset. C'est-à-dire que c'est plus ta base de données d'email est donc grosse, plus tu as des possibilités qu'à chaque fois que tu envoies un email, un pourcentage achète quelque chose. Ouais. C'est ça qui crée donc, qui génère ton revenu ou bien pour celui de l'entreprise en question. Une fois qu'il a acheté, il devient un customer. Et quand quelqu'un devient un customer ou bien ce qu'on appelle recurring customer, un client régulier qui achète plusieurs des produits que tu proposes, il peut devenir advocate. Il peut devenir celui-là qui parle de ton produit à d'autres pour les engager aussi à partir de l'étape 1 qu'on a vu. Donc, pour les envoyer un lien où ils quittent, par exemple, le lien du blog, il devient visiteur, lead et même consommateur et plus tard acteur. C'est dans cette démarche. Pardon? Le CRM en bas, c'est quoi? Ça signifie quoi? Customer Relation Management. Ok. Social CRM. Avant, il y avait des CRM classiques où les entreprises avec une base de données de gestion de leur clientèle, où ils avaient des activités là-dedans. Mais maintenant, on passe du CRM classique au social CRM où tu peux même passer jusqu'à proposer des pourcentages sur tes propres produits pour des clients qui vendent en ton nom. C'est ça qui est advocate en fait. C'est-à-dire que quand ils parlent de ton produit en ligne, il y a des possibilités que tu crées des liens affiliate marketing dont on va parler plus tard aussi. Que si à partir du lien qu'il a généré pour ton produit, que tu as généré pour ton produit, il propose ça à les gens et qu'on achète par ce lien, lui-même a des commissions. C'est ça l'inbound marketing, c'est que tu développes un système qui fonctionne tel que tes clients deviennent tes revendeurs automatiques. Si bien que quand le système est bien fait, en général, tu n'as plus grand-chose. Quand tu as bien déployé le système, ce que tu dois huiler, c'est les premières étapes de la machine pour ajouter le maximum de leads et de visiteurs, quoi. Ouais. Quand le système est bien fait, en interne, il convertit. Tout le reste, on automatise. Les emails qu'on envoie, on crée une séquence automatique qui s'envoie. Ouais, directement, ça passe seul. Après 2 jours, 3 jours, je vais vous montrer ça plus tard. Donc voilà l'inbound marketing. Faire venir les clients vers vous plutôt que d'aller vers eux. Donc, on a dit reach. Le reach, c'était la première étape. Definable, il faut être trouvable en ligne, en quelque sorte. Donc, pour ça, il faut créer la présence en ligne. Ça, c'est les premières étapes. Site web, blog, page sur les médias sociaux, moteur de recherche et tout ça là. Donc, constamment, il faut analyser, optimiser pour pouvoir être en mesure d'être trouvable toujours. Et analyser, optimiser ces résultats, la façon dont les clients interagissent pour constamment les transformer les visiteurs en prospects et en clients. Le but est toujours, au bout du processus, de les transformer en clients. Donc, pour ça, c'est des étapes. Il faut leur donner du contenu intéressant, il faut interagir avec eux, si bien qu'eux-mêmes aient envie d'acheter les produits que vous proposez. Le produit doit être utile, ça doit résoudre un problème concret, pas vendre pour vendre. Donc, vous, votre but pour l'instant, c'est d'accompagner les PME à mettre en place ce mécanisme, à mettre en place ce système-là qui va leur permettre au bout de proposer leurs services et d'augmenter leur façon de vendre, afin de vendre d'abord différemment et d'augmenter les chiffres d'affaires. C'est très important. Donc, en termes de
on a parlé de riche, donc on est dans la première étape. Il faut créer des contenus de landing page, adopter une stratégie de création de contenu efficace pour mettre en avant l'expertise de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise fait de bien? En quoi est-ce que ces produits sont intéressants? Comment est-ce que ça résout le problème de quelqu'un? Pour écrire des blogs, par exemple, qui parlent de ces produits-là. Pour être présent sur les médias sociaux. Pour être présent sur Google en utilisant les techniques de SEO. On va en parler, Search Engine Optimization. Pour faire du web tracking, pour voir comment est-ce que les gens regardent vos pages et comment est-ce que vous pouvez toujours améliorer votre positionnement. Donc, pourquoi passer à l'inbound marketing? Parce que 70% des consommateurs préfèrent découvrir une marque par des contenus originaux et créatifs. C'est pour ça qu'il faut des bons contenus. 78% des acheteurs en B2B recherchent des fournisseurs sur le web. Donc, aujourd'hui, la plupart des gens regardent d'abord sur Internet avant d'aller regarder en physique. Oui. C'est comme ça. Les grandes marques aujourd'hui, 90% des professionnels du B2C, donc business to client, utilisent le marketing de contenu avec un réel intérêt commercial. C'est-à-dire, quand vous voyez des articles en ligne, même si le contenu est intéressant, c'est toujours à la fin pour proposer quelque chose à vendre, même de façon subliminale. C'est-à-dire qu'il peut ne pas avoir un message de vente dans l'article en question, mais c'est pour préparer votre esprit à un produit qu'on va vous proposer plus tard. C'est toujours le cas. Voilà. Pour rien. Donc, tout En ça, plus, on fait un article pour t'éduquer sur quelque chose. Oui, on fait les deux. On t'éduque. Tu vas recevoir l'information de ce dont on te parle. Mais après, plus tard, on va te proposer dans le produit en question, quoi. Bien sûr. Ça a toujours un double intérêt. C'est pour ça que c'est subtil. C'est qu'il faut d'abord, pour que le contenu soit intéressant et attirant pour l'utilisateur, il faut que ça l'intéresse. Avant que son état d'esprit soit disposé à recevoir le produit qu'on va lui proposer plus tard. Mais il y a aussi un retour sur investissement important parce que le marketing de contenu coûte environ 62% moins cher que les outils de marketing traditionnels. Donc voilà les arguments que vous pouvez apporter aux PME pour leur indiquer pourquoi ils doivent passer par le marketing numérique désormais. Parce qu'à la fin des fins, ça coûte moins cher. Donc, on a parlé du marketing de contenu. On en parlera de comment créer une stratégie du marketing de contenu plus tard. Mais il est question de créer des contenus intéressants pour vendre la marque et ses produits. Il faut aussi mettre la marque en évidence, la marque elle-même, parce que ses produits, on appelle ça le branding. Il faut vendre la marque en tant que telle, en créant des contenus qui attirent, qui rendent des feedbacks importants et stimulent l'envie de se retourner vers cette marque. Ça, c'est des astuces. Donc, les étapes pour avoir un bon marketing de contenu, distraire et divertir. Le contenu doit être distrayant et divertissant. Il doit être informatif ou, apprenant. Il doit apprendre. L'utilisateur qui regarde votre contenu doit apprendre ou s'informer, se distraire ou se divertir, avant que vous puissiez lui proposer un service, que ce soit quel que soit le service que vous avez à proposer. Il faut d'abord un apport cognitif ou émotionnel, c'est-à-dire que il faut qu'il ait envie de ce que vous voulez lui proposer. Donc, il ne faut pas que si tu le proposes de façon brutale, ça ne t'aide pas. Il faut qu'en fonction du contenu que tu as créé et de l'approche que tu as vers lui, lui-même ait envie de ce que tu veux lui proposer avant que tu ne lui proposes. Là, tu es sûr que quand tu mets ça en face de lui, il achète. Donc, voilà la technique de l'inbound marketing. Il faut mettre en avant les produits et les services, prouver son expertise pour se différencier dans le domaine compétitif, créer des liens avec les utilisateurs, des liens émotifs pour les fidéliser, valoriser son univers et créer des événements. De temps en temps, il faut regrouper les utilisateurs pour parler de la marque. Donc, j'ai tantôt parlé du ciblage avec le marketing digital. En fonction des big data, on peut cibler de façon chirurgicale les utilisateurs qu'on veut prospecter. On a les différentes plateformes pour le faire, y compris les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Google et le reste. On va en parler, on va voir ça en détail. On a une politique de prix
plus souvent orienté vers, comment dirais-je, ici, la politique de prix diffère parce que le consommateur, on peut personnaliser les services en quelque sorte. Le consommateur a toujours plus vite accès à l'information de prix et à des comparateurs. Donc, créer son prix prend une approche différente parce que les consommateurs ont la possibilité de comparer les prix avant de choisir le produit. C'est pas comme avant où il avait à marcher partout. Il peut se mettre des amis, il compare tous les prix jusqu'à ce qu'il sache où est-ce qu'il veut aller. Mais en fonction de l'approche qu'on a eue, même parfois à prix moyennement plus élevé, il peut être intéressé à acheter votre produit parce que vous avez créé un lien émotif avec lui, avec le contenu, comme on a vu précédemment. Donc, on ne fait plus du marketing de masse, on fait du marketing one-to-one. C'est-à-dire que le contenu s'adresse à l'individu. Ce n'est pas le marketing pour les groupes de personnes où tout le monde regarde avant que quelqu'un voit s'il sera intéressé. Donc, l'accès aux clients ou bien la distribution, on va vers une démultiplication des canaux. C'est-à-dire on a des possibilités de vente différentes, affiliate marketing, marché virtuel, vente privée, tout le reste. On peut faire de l'automatisation croissante des ventes en fonction des techniques qu'on utilise, email marketing par exemple. La communication aussi est multicanal parce qu'on peut communiquer soit par le site web, soit par le blog, soit par les réseaux sociaux, soit par WhatsApp. Il y a des gens, des entreprises qui ont carrément un numéro WhatsApp ou les groupes WhatsApp pour leur clientèle. Donc, ici, à la fin, on a quelques définitions. Par exemple, qu'appelle-t-on impression? C'est quoi le riche? Ça, j'ai expliqué tout à l'heure. Riche organique sur Facebook, ça, on va voir en détail. Le riche, c'est la façon dont on accède au client. C'est la première étape pour accéder au client. L'impression, c'est la visibilité du marque. C'est la façon dont on mesure la visibilité du marque. Donc, le nombre de fois que votre publicité ou bien votre lien s'affiche sur l'écran de l'internaute. C'est ça qu'on appelle l'impression. On calcule, c'est des taux qu'on calcule pour mesurer les performances. Ça fait partie de ce qu'on appelle des indicateurs de performance clés, Key Performance Indicator. Donc ça fait partie des métriques qu'on doit mesurer en pourcentage pour voir l'évolution de notre système de marketing qu'on met en place. Par exemple, si tu as eu une publicité en ligne que personne ne regarde, ça n'a pas de sens. Donc l'impression permet de savoir combien de fois ça a été affiché. Tu vas voir le taux d'impression. Tu le compares par exemple au ce qu'on appelle click-through rate, c'est-à-dire que combien de fois, quel est le ratio du nombre de personnes qui ont cliqué par rapport au nombre de personnes qui ont regardé, qui ont vu. Si le click-through rate est important, ça suppose que votre publicité est attirante. Ça veut dire que les gens cliquent quand ils regardent. Mais s'il n'est pas important, ça veut dire que vous devez modifier par exemple la façon dont ça s'affiche. Donc voilà les astuces par exemple pour optimiser. Après avoir cliqué, quel est le nombre de personnes qui s'enregistrent vraiment, qui donnent leurs emails? Tu regardes le pourcentage. S'il est bas, ça veut dire que la page où on doit mettre le nom utilisateur, l'email, bien le message qui est là-bas n'est pas très intéressant. Tu l'améliores. Après, tu as le conversion rate, qui est le nombre de personnes qui ont acheté le produit après qu'ils ont donné leur adresse email. S'il est bas, ça veut dire que tu as des améliorations à faire sur ton processus de conversion, etc., etc. Donc, on a des métriques comme ça qui permettent de mesurer l'efficacité du système de marketing numérique qu'on met en place. Donc, les autres définitions, vous les verrez progressivement, par exemple, des acronymes comme SOLOMO, Social, Local, Mobile. Bon, vous allez le voir à plusieurs endroits. J'ai mis ça ici pour que, en revoyant la présentation, vous ayez ça à l'esprit. Parce que c'est des thèmes qu'on utilise par exemple dans le cross-canal, cross-channel, c'est-à-dire que quand on a plusieurs accès à l'utilisateur, on peut parler de SOLOMO, on accède par le social, par le local, par le mobile. On vient parler du SEO, Search Engine Optimization, qui est la technique utilisée pour le référencement naturel sur Google. Donc, pour permettre que son site s'affiche toujours en tête de Google, mais sans payer. Oui. Ça, c'est des techniques qu'on utilise pour créer le contenu du site. On peut faire du Search Engine Advertising, qui correspond à des techniques payantes permettant de gagner de la visibilité avec des mots-clés. C'est des techniques à proposer aux gens que vous avez accompagnés dans leur processus de marketing digital.
Social Media Optimization, technique visant à donner plus de visibilité à la marque sur les médias sociaux. Social Engine Marketing, couvre la visibilité globale du site et de la marque. Il englobe tous les autres SSS qu'on a vu avant là. Très important, on a le coût par 1000, le coût payé pour 1000 affichages de la publicité. Ça, c'est sur Google, par exemple. On a le coût par clic, qui est une technique de publicité payante où vous payez à chaque fois que quelqu'un clique sur votre lien ou sur votre publicité. On a le coût par action, où vous payez chaque fois que vous avez un résultat spécifique que vous avez configuré à l'avance. Ça, c'est les techniques que vous allez proposer. Parce que dans une solution, une stratégie globale, on a toujours des mécanismes gratuits, mais il faut mettre à côté de ça des mécanismes payants pour des entreprises qui veulent vraiment faire du bénéfice. Sachant que la publicité payante numérique est toujours au moins 50% moins chère que le marketing traditionnel payant aussi. Donc, des fondamentaux à retenir. Les cookies, vous avez certainement entendu parler des cookies sur votre navigateur. Ça, c'est les traces que vous laissez sur le navigateur à chaque fois que vous l'utilisez, vous vous identifiez, vous traversez, vous passez sur des sites qui permet aussi de reconnaître le visiteur. Oui, c'est un donc, fichier. Donc, des statistiques. Donc, marketing automation, les techniques pour automatiser certains processus de marketing. Par exemple, la messagerie ciblée, personnalisée, on va voir ça plus tard dans ce qu'on appelle les répondeurs automatiques, autorespondeurs. Donc, voilà quelques définitions. Et native advertising, la publicité native, publicité utilisant un type de format publicitaire présentant une très forte intégration, voire une certaine ressemblance avec des contenus éditoriaux classiques d'un site de support. Mais bon, c'est pas très utilisé, mais c'est utilisé quand même pour, comme je disais tantôt, créer un contenu qui semble à la base non commercial et inoffensif, mais qui prépare l'état d'esprit à pouvoir recevoir des promotions plus tard. On a les quality scores, qui est un indicateur de qualité des campagnes annoncées sur Search Engine Advertisement sur Google+. Sur Google, par exemple, on a des critères comme la pertinence de la page, pertinence de l'annonce, taux de clic, historique des performances, etc. Donc, sur le plan théorique, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant le marketing digital. J'espère que... Est-ce qu'il y a des questions? Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Il y a des points que vous souhaitez éclaircir? Pas pour l'instant. Ouais, pas pour l'instant. Disons qu'on va revoir ça, on va relire ça en profondeur et s'il y a d'autres questions, même à la prochaine séance, on pourra les poser. Okay. Et pour ce soir, quand on a vu l'explication que tu as eu à faire, je pense que les choses ont été claires. On a moins la base Justement. des fondamentaux.